La femme millionnaire est rentrée chez elle plus tôt que d'habitude, mais ce qu'elle a vu faire par le pauvre concierge pour ses enfants affamés l'a laissée figée en larmes. Un acte d'amour au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Avant de commencer, si cette vidéo vous a touché au bon moment, faites-le moi savoir avec votre emoji préféré. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le penthouse de Victoria Sterling avec leur silence habituel. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le 37e étage aurait dû être vide, silencieux, attendant son retour de la réunion de fusion d'entreprises qui s'était terminée plus tôt que prévu. Au lieu de ça, des voix douces flottaient depuis sa cuisine, des voix qui n'auraient pas dû exister dans son monde soigneusement contrôlé. Victoria s'est arrêtée, ses talons luboutants silencieux sur le sol en marbre du hall d'entrée. À 27 ans, elle avait fait de Delaunay Entreprises un empire valant 300 millions de dollars, grâce à sa précision, son contrôle et son attention sans faille aux détails. Rien ne se passait dans son espace sans qu'elle le sache. Rien. Chaque employé était contrôlé, chaque visiteur enregistré, chaque minute de sa journée orchestrée à la perfection. Le penthouse lui-même était un témoignage de son succès. 418 mètres carrés de marbre immaculé, de meubles italiens importés et de baies vitrées offrant une vue imprenable sur les toits de Paris. C'était beau, imposant et totalement dépourvu de chaleur. Tout comme la femme qui y vivait, les voix devenaient plus claires à mesure qu'elle s'approchait de la cuisine. Le ton doux d'un homme, parlant avec des mots prudents et mesurés qui reflétaient une patience infinie. Deux voix plus faibles répondant avec le bavardage innocent propre aux enfants, leurs mots se bousculant les uns les autres comme c'est souvent le cas lorsque les jeunes esprits sont excités et captivés. Des enfants chez elle, c'était impossible, elle en doutait de ses propres sens. Son premier réflexe fut d'appeler la sécurité. Mais quelque chose dans le ton de la conversation la fit hésiter. Il n'y avait aucune urgence, aucune peur, aucune menace, juste de la chaleur, une qualité si étrangère à son existence raffinée qu'elle s'arrêta net et sentit son cœur faire quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Victoria se colla contre le mur du couloir et jeta un coup d'œil dans sa cuisine ultra-moderne. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle, et son monde parfaitement ordonné commença à s'effondrer. Marcus Rodriguez, le concierge de son immeuble, était assis à son comptoir en marbre avec deux petites filles identiques, âgées de 6 ans, aux boucles brunes qui reflétaient la lumière et aux yeux brillants qui pétillaient de vie et d'intelligence. Elles mangeaient, partageaient, en fait ce qui semblait être un seul sandwich et un petit récipient de fruits qui semblait avoir été soigneusement rationné. « Bon, Maya prend la prochaine bouchée », dit Marcus doucement, ses mains usées par le travail déchirant soigneusement le sandwich en morceaux précis. Ses mouvements étaient délibérés, méthodiques, comme si ce rituel avait été répété d'innombrables fois auparavant. « Emma, on partage tout, tu te souviens ? C'est ce que font les familles. »« Mais papa, tu n'as rien mangé » protesta Emma en poussant un morceau de pomme vers son père avec ses petites mains propres, mais qui montraient les signes révélateurs d'une enfance vécue sans excès. Sa petite voix dégageait une maturité qui semblait bien supérieure à son âge, le genre de sagesse qui vient de la compréhension que les ressources sont limitées et précieuses. « J'ai déjeuné. » Marcus mentit sans sourciller. Victoria pouvait voir la fatigue gravée sur chaque trait de son visage. Sa chemise de travail pendait sur son corps comme s'il avait récemment perdu du poids. « Vous grandissez toutes les deux. Vous avez plus besoin de nourriture que moi, Maya. » Plus discrète que sa sœur, mais tout aussi observatrice, elle regardait son père avec des yeux perspicaces qui semblaient voir à travers son doux mensonge. « Tu dis toujours ça, papa, mais ton ventre gargouille comme le nôtre quand on a faim. » Victoria sentit sa gorge se serrer, comme si quelqu'un l'avait enserrée de doigts invisibles. Elle avait découvert quelque chose d'intime, voire de sacré. Ce n'était pas du vol, ni une intrusion. C'était de la survie enveloppée d'amour, un sacrifice habillé du simple geste de partager un repas. Marcus travaillait dans son immeuble 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Elle l'avait vu d'innombrables fois au cours des 2 dernières années, poussant son chariot dans les couloirs, vidant les poubelles avec une efficacité discrète, nettoyant les sols jusqu'à ce qu'ils brillent. Il faisait partie de l'infrastructure invisible de sa vie, fiable et discret, quelqu'un à qui elle faisait parfois un signe de tête, mais qu'elle ne voyait jamais vraiment. Elle ne s'était jamais interrogée sur son histoire, ses difficultés, son humanité, au-delà de son rôle dans son univers. Maintenant, elle le regardait répartir ce qui était clairement son propre repas pour nourrir ses filles. Et quelque chose bougea douloureusement dans sa poitrine, quelque chose d'inconnu et de désagréable qui la fit remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur ce que signifiait vraiment prendre soin d'une autre personne. Les filles étaient vêtues de vêtements propres mais visiblement usés, soigneusement raccommodés à certains endroits avec une précision qui témoignait de l'amour des mains qui s'étaient débrouillées avec ce qu'elles avaient. Leurs petits sacs à dos étaient posés à côté, remplis de ce qui semblait être des devoirs,
quelques jouets précieux et des livres qui avaient été lus tant de fois que leur couverture était usée à force d'avoir été manipulée. Maya serrait dans ses bras un lapin en peluche usé qui avait manifestement été son compagnon préféré pendant des années, tandis qu'Emma tenait un petit cahier rempli de dessins soignés qu'elle avait réalisés pendant qu'elle mangeait. « Raconte-nous encore l'histoire, papa » demanda Emma en balançant ses jambes depuis le tabouret de bar trop grand pour sa petite silhouette. « Celle de la princesse et de la magie » répondit Marcus en souriant, et pendant un instant, la fatigue quitta son visage comme des nuages se dissipant pour laisser place au soleil. C'était le sourire d'un père prêt à tout pour préserver l'innocence et l'espoir de ses enfants, même si son propre monde s'écroulait autour de lui. « Il était une fois », commença-t-il, sa voix prenant le rythme d'un conteur qui avait perfectionné cette histoire à force de la raconter. « Il était une fois une princesse qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il lui manquait la chose la plus importante de toutes. »« Que lui manquait-il » demanda Maya, même si elle avait clairement déjà entendu cette histoire de nombreuses fois et en connaissait chaque mot par cœur. « L'amour » répondit simplement Marcus, le regard lointain, comme s'il voyait quelque chose au-delà de la cuisine, au-delà du moment présent. Le véritable amour, celui qui ne compte pas les dollars et ne mesure pas le succès, celui qui partage son dernier sandwich et trouve de la joie dans les petits moments, celui qui rend une personne riche même quand elle n'a rien. Victoria porta la main à sa bouche alors que des larmes lui montaient aux yeux. Elle était la princesse de son histoire. Elle était la femme qui avait tout mais qui n'avait rien de vraiment important. Cette prise de conscience la frappa comme un coup physique, la laissant à bout de souffle, incapable de respirer. La scène devant elle était tellement différente de ses propres souvenirs d'enfance qu'elle aurait tout aussi bien pu provenir d'une autre planète. Elle se souvenait des dîners élaborés servis par du personnel en uniforme sur de la porcelaine qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, des repas pris seuls à une table pouvant accueillir 20 personnes, mais où elle était généralement la seule à s'asseoir. Elle se souvenait des nounous, des tuteurs, des internats, des jets privés, des vêtements de créateurs et de tout le confort matériel imaginable. Mais elle ne se souvenait pas d'un seul moment où quelqu'un avait sacrifié son propre repas pour s'assurer qu'elle soit nourrie. Elle ne se souvenait pas que quelqu'un les regardait comme Marcus regardait ses filles, comme si elles étaient les êtres les plus précieux de l'univers, comme s'il avait senti sa présence grâce à ce sixième sens que développent les parents. Marcus leva soudain les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers la cuisine et le temps s'arrêta. Le monde se réduisit à cet instant précis, ce lien entre deux personnes issues de mondes complètement différents qui étaient sur le point de se découvrir. Ils avaient plus en commun qu'ils ne l'auraient imaginé. Aucune colère ne traversa son visage, aucune gêne d'avoir été surpris dans son espace privé. Juste une dignité tranquille qui fit se sentir Victoria plus petite qu'elle ne s'était jamais sentie de toute sa vie, comme si toute sa richesse, son pouvoir et son succès n'étaient rien d'autre que des bijoux fantaisie face à l'humanité authentique de cet homme. « Miss Sterling », dit-il doucement, se levant de son siège avec le respect prudent de quelqu'un qui connaissait sa place dans la hiérarchie mondiale. Les filles se tournèrent vers elle, l'air curieux mais sans crainte, comme si elles avaient été élevées pour voir le bon côté des gens, même si le monde leur avait donné de nombreuses raisons d'être cyniques. Victoria resta figée dans l'embrasure de la porte, son tailleur de créateur et son maquillage parfait, lui donnant l'impression d'une armure soudainement devenue trop lourde à porter. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle était témoin de ce que signifiait vraiment se soucier de quelqu'un d'autre, faire passer les besoins d'une autre personne avant les siens sans hésitation, sans calcul et sans attendre de retour sur investissement. C'est-à-dire, commença-t-elle, mais les mots ne venaient pas. Comment expliquer que ta vision du monde vient d'être bouleversée en voyant un homme nourrir ses enfants? Comment exprimer la prise de conscience soudaine et dévastatrice que tu as mal vécue toute ta vie? Emma descendit de son tabouret et s'approcha de Victoria avec la curiosité intrépide de l'enfance, sa petite main tendue pour toucher le tissu de la jupe coûteuse de Victoria, comme pour vérifier si cette femme étrange et belle était bien réelle. « Tu es triste ?» demanda-t-elle, remarquant les larmes qui coulaient sur le visage de Victoria sans qu'elle s'en rende compte. Victoria s'agenouilla à la hauteur d'Emma, retrouvant enfin sa voix, même si celle-ci était plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Non, ma chérie, je ne suis pas triste. J'apprends quelque chose de très important. »« Qu'est-ce que tu apprends ?» demanda Maya, rejoignant sa sœur avec cette intensité tranquille qui semblait caractériser tout ce qu'elle faisait. Victoria leva les yeux vers Marcus, puis se retourna vers les deux belles petites filles devant elle, dont les visages ouverts et confiants lui faisaient mal au cœur en lui faisant envisager des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. « J'apprends à quoi ressemble vraiment l'amour. » Le poids de cette prise de conscience s'abattit sur la pièce comme une couverture, changeant l'air même qu'il respirait et tout ce qui allait suivre après cet instant. En l'espace de 5 minutes, la vie soigneusement construite de Victoria Sterling avait commencé à s'effondrer, et elle se surprit à se demander si,
Après tout, ce n'était peut-être pas si terrible. S'il te plaît, n'appelle pas la sécurité. La voix de Marcus était calme, mais Victoria pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon protectrice dont il s'était placé entre elle et ses filles. Ses mains étaient serrées sur ses côtés, prêtes à se battre si nécessaire. Mais son visage restait calme pour le bien des deux petites filles qui observaient cette interaction entre adultes avec leurs grands yeux intelligents. Victoria retrouva enfin sa voix, même si elle était plus douce qu'elle ne l'aurait voulu, dépouillée du ton autoritaire qu'elle utilisait habituellement dans sa vie professionnelle. « Comment êtes-vous entré ici ? Avec la carte d'accès à l'ascenseur » admit-il en sortant la carte en plastique de sa poche avec des gestes qui trahissaient une profonde réticence. « Monsieur Patterson, le gestionnaire de l'immeuble, me l'a donné le mois dernier lorsque vous étiez à Londres pour cette fusion. Il y avait une fuite d'eau dans l'appartement juste en dessous du vôtre et nous devions accéder à votre salle de bain pour vérifier si les tuyaux avaient subi des dommages structurels. J'aurais dû la rendre immédiatement une fois le travail terminé. L'explication était logique, professionnelle, même donnée avec l'honnêteté directe de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, mais elle ne répondait pas à la vraie question qui brûlait dans l'esprit de Victoria comme une flamme qu'elle ne pouvait éteindre. « Pourquoi es-tu ici avec elle ?» demanda-t-elle en désignant les filles qui avaient repris leur repas soigneusement portionné, bien que leur attention restât fixée sur la conversation des adultes. Marcus a baissé les yeux vers ses filles, et Victoria a vu quelque chose passer sur son visage. Un amour si intense et protecteur qu'il était presque douloureux à voir. Maya avait glissé sa petite main dans celle d'Emma, et les deux filles regardaient Victoria avec des yeux intelligents et sans crainte qui semblaient ne voir bien plus que ce que des enfants de leur âge devraient être capables de voir. « Leur babysitter est tombé malade », a dit Marcus avec précaution, choisissant ses mots avec la précision de quelqu'un qui comprenait que ses prochaines phrases pourraient déterminer l'avenir de sa famille. « Madame Chen les garde habituellement pendant que je travaille le soir. Elle s'occupe d'elle après l'école depuis près de 2 ans maintenant. Depuis, fit-il après une pause, déglutissant péniblement. Depuis que leur mère est décédée, mais Madame Chen est à l'hôpital pour une pneumonie, et je n'ai trouvé personne d'autre à si court terme. » Victoria sentit un autre morceau de son cœur se briser à la mention désinvolte du décès de leur mère, prononcée avec le ton neutre que les gens utilisent pour parler des tragédies avec lesquelles ils ont appris à vivre. « Je ne pouvais pas me permettre de prendre ma soirée, » continua Marcus, sa voix gagnant en force comme si l'honnêteté lui donnait du courage. Le gérant de l'immeuble a clairement indiqué la semaine dernière que toute personne qui manquerait son service du mardi soir sans préavis de 24 heures serait immédiatement remplacée. Il y a des dizaines de personnes qui attendent un poste comme le mien, et je ne peux pas me permettre de perdre cet emploi, alors… » Il fit un geste désespéré en regardant la cuisine impeccable. « Je les ai amenés ici. On n'allait rien toucher ni causer de problème. J'avais juste besoin d'un endroit sûr où ils pourraient attendre pendant que je finissais de nettoyer les étages inférieurs. » Victoria le regarda fixement, analysant cette information à travers le prisme de sa propre existence privilégiée. Le monde de l'entreprise dans lequel elle évoluait était rempli de gens qui se faisaient porter malades pour des hangaïles, qui prenaient des jours de congé pour aller au spa, qui considéraient le travail comme quelque chose qui devait s'adapter à leur convenance plutôt que l'inverse. Vous avez amené vos enfants au travail parce que vous ne pouviez pas vous permettre de perdre une journée de salaire, demanda-t-elle, même si, dès que les mots sortirent de sa bouche, elle réalisa à quel point il semblait naïf. Quelque chose dans son ton fit se redresser Marcus, qui serra légèrement la mâchoire, son instinct protecteur se réveillant. « Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, Madame Sterling, mais oui, certains d'entre nous n'ont pas le luxe de se mettre en arrêt maladie ou de prendre des congés quand bon leur semble. Certains d'entre nous ont des responsabilités qui ne peuvent attendre, des factures qui ne se peinent pas toutes seules et des enfants qui dépendent de nous pour littéralement tout ce dont ils ont besoin pour survivre. » Ces mots la blessèrent parce qu'ils étaient tout à fait vrais, prononcés sans malice, mais avec le poids d'une expérience vécue que Victoria n'avait jamais eu à supporter. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie en se demandant d'où viendrait son prochain repas. Elle n'avait jamais eu à choisir entre sa carrière et le bien-être de ses enfants, car elle n'avait pas d'enfants et avait hérité de sa carrière avec tout le reste. Le sacrifice le plus proche qu'elle ait jamais fait était de sauter le déjeuner pendant des négociations de fusion particulièrement intenses. Et même là, elle avait accès à un service de restauration gastronomique quand elle le voulait. « Le sandwich », dit-elle doucement, les yeux rivés sur le repas soigneusement divisé sur son comptoir, chaque morceau portionné avec une précision mathématique. « C'était ton dîner ?» Le silence de Marcus était une réponse suffisante, mais Emma, avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent, compléta les détails que son père était trop fier pour partager. « Papa n'a pas mangé depuis hier matin, » dit-elle d'un ton neutre. « Il nous a donné son petit déjeuner hier et a dit qu'il n'avait pas faim, mais on sait qu'il faisait juste semblant. »
Il fait toujours semblant de ne pas avoir faim quand il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Victoria sentit la pièce tourner légèrement autour d'elle. Hier matin, Marcus avait passé plus de 36 heures sans manger pour que ses filles aient assez à manger. Et il l'avait fait avec une telle élégance qu'elles avaient presque cru à ses mensonges selon lesquels il n'avait pas faim. Emma, décidant apparemment que son père avait besoin d'être protégé de cette princesse étrange et triste qui posait trop de questions, glissa de son tabouret de bar et se plaça à côté de lui. Sa petite main trouva celle de Marcus et la serra pour le rassurer, un geste si naturel et affectueux que Victoria dut retenir de nouvelles larmes. « Es-tu la princesse de l'histoire de papa ?» demanda-t-elle à Victoria avec une franchise surprenante. Elle pencha la tête sur le côté pour observer cette femme qui était apparue dans leur refuge comme un personnage de conte de fées. Victoria s'agenouilla à nouveau, se mettant à la hauteur des yeux d'Emma, même si ce mouvement semblait différent cette fois-ci, moins condescendant et plus sincère dans sa volonté d'établir un contact. De près, elle pouvait voir que les vêtements de la petite fille étaient propres mais usés, soigneusement raccommodés à certains endroits, avec une précision qui témoignait de l'amour des mains qui s'étaient débrouillées avec ce qu'elles avaient. Ses chaussures étaient trop petites, lui serraient les pieds, mais elles étaient cirées et brillantes, signe d'une fierté préservée malgré la pauvreté. « Je ne sais pas », répondit Victoria honnêtement, d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Est-ce que j'ai l'air d'une princesse pour toi ?» Emma réfléchit sérieusement à la question, penchant la tête pour étudier le visage de Victoria avec l'intense concentration dont seuls les enfants sont capables, quand ils essaient de résoudre un casse-tête important. « Tu es assez jolie pour être une princesse, » dit-elle finalement. « Et tu as un grand château, » ajouta-t-elle en montrant du doigt le penthouse, les yeux écarquillés. « Mais papa dit que les vraies princesses ne sont pas seulement jolies ou n'ont pas seulement des châteaux. Il dit qu'elles ont un bon cœur et aident les gens qui ont besoin d'aide. Et qu'en penses-tu? Ai-je un bon cœur ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Emma avec l'honnêteté d'une enfant de 6 ans. « Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Mais tu n'as pas appelé les gardes effrayants quand tu nous as trouvés ici, et tu t'es assise par terre pour me parler comme à une vraie personne, au lieu de parler au-dessus de ma tête, comme le font la plupart des adultes. Et tu as l'air triste quand tu vois qu'on a faim. Alors peut-être que tu as un bon cœur caché quelque part au fond de toi. » Maya était restée silencieuse pendant toute cette conversation, mais elle s'est alors approchée de Victoria avec quelque chose dans sa petite main, se déplaçant avec la prudence qui semblait caractériser tous ses gestes. « Ça est tombé de ton sac à main quand tu t'es agenouillée, » a-t-elle dit, en tendant à Victoria une carte de visite qui s'était échappée de son sac à main de Marc pendant ce moment émouvant. Victoria prit la carte, remarquant immédiatement que les doigts de Maya étaient tachés de mine de crayon et qu'il y avait de petites équations écrites sur la paume de sa main et une écriture si petite qu'elle était à peine lisible. « Qu'est-ce que tu écrivais ?» demanda-t-elle, sincèrement intriguée. « Des chiffres », répondit simplement Maya, comme si ça expliquait tout ce qu'il y avait à expliquer sur ses activités. « Ils sont partout, dans la façon dont les lumières se reflètent sur les fenêtres et créent des motifs sur les murs, dans la progression mathématique des veines de marbre de ton comptoir, dans la fréquence des bruits mécaniques de l'ascenseur lorsqu'il se déplace entre les étages. Emma pense que je suis bizarre parce que je les remarque tout le temps. Je ne pense pas que tu sois bizarre, protesta Emma avec loyauté, se plaçant à côté de sa sœur dans un élan de solidarité qui fit fondre le cœur de Victoria. Je pense que tu es magique. Maya peut prédire les choses avant qu'elles n'arrivent, simplement en observant des motifs que personne d'autre ne peut voir. Victoria regarda Maya de plus près, remarquant des détails qui lui avaient échappé dans le choc initial de les trouver dans sa cuisine. Le sac à dos de la petite fille était couvert d'équations mathématiques écrites d'une écriture soignée et minuscule qui recouvrait chaque centimètre carré de tissu. Sur le comptoir, à côté de l'endroit où elle était assise, se trouvait une serviette couverte de calculs complexes qui mettrait au défi la plupart des lycéens, avec des diagrammes géométriques et des formules algébriques qui semblaient bien trop avancées pour un esprit de 6 ans. « Maya, quel âge as-tu exactement ?» demanda Victoria, même si elle commençait à se dire que l'âge était peut-être un concept sans importance pour cet enfant. « 6 ans, 7 mois, 2 semaines et 4 jours, répondit la petite fille avec la précision de quelqu'un qui compte les jours comme d'autres comptent leur respiration. « Mais j'aurai 7 ans dans 4 mois, 2 semaines et 3 jours, soit 133 jours au total. En supposant qu'aucun de ces jours ne soit un jour bissextile, ce qui ne sera pas le cas car nous ne sommes pas en année bissextile et ne le serons pas avant 3 ans. À ce moment-là, le calcul devra être ajusté d'un jour. » Victoria a senti quelque chose de froid et d'électrique s'installer dans son estomac. Elle a levé les yeux vers Marcus, qui regardait sa fille avec un mélange de fierté farouche et de profonde inquiétude, caractéristique d'un parent qui sait que son enfant est extraordinaire, mais qui s'inquiète de ce que cela pourrait signifier pour son avenir. « Elle a toujours été différente, » a-t-il dit doucement.
Sa voix était remplie d'un amour qui accepte sans chercher à changer. Depuis qu'elle sait parler, elle voit des schémas que les autres ne voient pas, elle comprend des choses qui n'ont aucun sens pour personne d'autre. Les profs de son école ne savent pas quoi faire avec elle. Ils disent qu'elle a besoin de programmes spéciaux, d'une éducation pour surdoués, mais ces programmes coûtent cher et on n'a pas les moyens. L'école publique continue simplement de la faire passer dans la classe supérieure, en espérant que quelqu'un d'autre trouvera quoi faire avec elle. En quoi est-elle différente ? Insista Victoria, même si elle commençait à se douter que la réponse serait plus extraordinaire qu'elle ne l'avait prévu. Marcus hésita, jetant un coup d'œil à Maya comme s'il se demandait ce qu'il devait révéler à cette femme qui avait tant de pouvoir sur leur vie. Finalement, il fit un signe de tête à sa fille, le regard doux, plein de fierté paternelle. « Montre-lui, ma chérie, tout va bien. » Maya regarda autour d'elle dans la cuisine avec ses yeux intenses et calculateurs, remarquant des détails que la plupart des adultes ne verraient pas du tout. Elle désigna l'horloge numérique du four haut de gamme de Victoria, son petit doigt traçant des motifs dans l'air, comme si elle suivait des équations mathématiques invisibles. « Il est 7h42 et 31 secondes, dit-elle avec une totale assurance. Dans exactement 17 minutes et 6 secondes, le système électrique principal du bâtiment passera en mode nuit pour réduire la consommation d'énergie pendant les heures creuses. Cela provoquera une fluctuation de 0,03 secondes dans le réseau électrique, qui réinitialisera cette horloge de exactement 2 minutes. Comme ça se passe tous les mardis à 8h pile. » Victoria regarda la petite fille, la bouche légèrement ouverte, à la fois étonnée et de plus en plus inquiète. « Comment tu peux savoir ça ?»« Je regarde, » répondit simplement Maya, comme si ça expliquait tout ce qu'il y avait à expliquer sur ses capacités extraordinaires. Tout a des schémas, les lumières, les sons, la façon dont les gens bougent, la façon dont les machines fonctionnent. Une fois que tu vois les schémas, tu peux prédire ce qui va se passer ensuite. C'est comme lire un livre écrit en chiffres plutôt qu'en mots, comme si l'univers voulait prouver le point de vue de Maya avec un timing théâtral. À 8h37 pile, les lumières clignotèrent de manière presque imperceptible dans tout le penthouse, et l'horloge du four se réinitialisa à 7h58, exactement comme Maya l'avait prédit, avec une précision impossible. Les mains de Victoria se mirent à trembler, alors qu'elle prenait conscience de ce qu'elle venait de voir. Ce n'était pas seulement une intelligence exceptionnelle ou un don pour les maths, c'était tout autre chose. Quelque chose qui soulevait des questions qu'elle n'était pas sûre d'être prête à poser ou à répondre. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, son téléphone vibra, lui signalant un message urgent qui allait bouleverser ce qu'il lui restait de compréhension de la réalité et les plonger tous dans un mystère qui allait changer leur vie à jamais. Le message sur le téléphone de Victoria venait de son chef de la sécurité. Il était rédigé avec une formalité urgente qui indiquait que quelque chose d'important était en train de se passer. « Livraison prioritaire à votre bureau ce soir. Le coursier dit que ça concerne votre histoire familiale et que c'est urgent et personnel. Le colis provient du service des dossiers patients de la clinique Delaunay. Devons-nous accepter la livraison ou la refuser conformément au protocole standard ?» Victoria fixa l'écran, l'esprit en ébullition, comme si quelqu'un venait de lui annoncer que la gravité avait été abolie. L'histoire de sa famille. Elle n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 19 ans, lui laissant un fonds fiduciaire substantiel et un empire commercial à hériter. Il n'y avait personne d'autre, aucun parent, aucun lien avec son passé dont elle n'avait déjà connaissance. Elle avait passé les 8 dernières années à se sentir complètement seule au monde, convaincue qu'elle était la dernière descendante de la lignée Sterling. Mademoiselle Sterling. La voix de Marcus la ramena au moment présent, même si elle avait l'impression de se noyer dans la confusion. « Tout va bien ?» Elle leva les yeux et vit qu'il la regardait avec inquiétude, et quelque chose dans son expression la fit s'arrêter. Il y avait de la reconnaissance dans son regard, une lueur qui ressemblait presque à de la peur, ou était-ce de la culpabilité? L'expression avait disparu si vite qu'elle aurait pu l'imaginer, mais son instinct professionnel, aiguisé par des années passées à observer les gens dans les salles de réunion et les négociations, lui disait que Marcus en savait plus qu'il ne le laissait paraître. « J'ai besoin de te demander quelque chose, » dit-elle lentement, sa voix prenant le ton analytique qu'elle utilisait lorsqu'elle sentait une tromperie dans une transaction commerciale. « On s'est déjà rencontrés ? Avant que tu commences à bosser ici ? Je veux dire… » Le visage de Marcus redevint soigneusement impassible. Mais Victoria avait passé des années à décrypter les gens qui essayaient de lui cacher quelque chose. Elle pouvait voir les micro-expressions, les petits signes qui indiquaient qu'il luttait intérieurement pour savoir quelle part de vérité révéler. « Je ne pense pas, » répondit-il. Mais sa voix manquait de la conviction d'une véritable confusion. « Pourquoi tu poses cette question ?» Mais Maya observait cet échange avec ses deux yeux intelligents. Et soudain, elle prit la parole avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Le genre d'innocence qui transperce la tromperie des adultes comme un couteau transperce la soie. « Papa,
Tu as encore ce regard, dit-elle d'un ton neutre. Le même regard que tu as quand tu vois sa photo dans les journaux à la caisse du supermarché. Le regard qui fait trembler un peu tes mains. Victoria eut le souffle coupé. Ma photo? Emma, inconsciente de la tension montante, mais désireuse de participer à la conversation, acquiesça avec enthousiasme. Papa a tout un dossier de coupures de journaux sur toi. Il les garde dans la boîte métallique sous son lit avec les autres papiers importants et les bijoux de maman. Il dit que tu es importante pour notre avenir, mais il ne nous dit pas pourquoi. On pense que tu vas peut-être lui donner un meilleur boulot un jour, ou que tu vas peut-être nous aider à trouver un appart plus grand. Le silence qui suivit était assourdissant. Victoria pouvait entendre les battements de son cœur, sentir le poids des secrets peser sur la pièce comme une présence physique qui rendait la respiration difficile. Marcus était devenu pâle et ses mains étaient crispées sur ses côtés, comme s'il se préparait à un combat qu'il savait perdu d'avance. « Marcus », dit-elle doucement, sa voix prenant le ton d'acier qui avait fait d'elle une femme d'affaires redoutable, le ton qui avait intimidé les PDG et les membres de conseils d'administration à travers tout le pays. « Je pense que tu dois me dire ce qui se passe vraiment ici. » Pendant un long moment, il ne répondit pas. Elle pouvait voir qu'il pesait le pour et le contre, qu'il calculait les risques de la vérité par rapport au danger de continuer à mentir. Puis, lentement, comme si le poids des années le forçait à agir, il fouilla dans sa poche arrière et en sortit une photo usée qui avait manifestement été manipulée d'innombrables fois. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il la posa sur le comptoir en marbre entre eux. Victoria remarqua que sa respiration était devenue superficielle et rapide, comme celle de quelqu'un qui s'apprête à avouer un crime. Victoria prit la photo et sentit le monde basculer sous ses pieds, comme si les fondements même de la réalité avaient changé. Elle était vieille, peut-être 30 ans. Les couleurs étaient un peu fanées, mais encore assez claires pour voir des détails qui firent s'arrêter son cœur pendant un instant. La photo montrait une jeune femme qui ressemblait exactement à ce qu'aurait été Victoria à cet âge. Les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux verts, la même structure osseuse délicate qui, selon les gens, la faisait ressembler à une poupée de porcelaine. Mais cette femme était différente à bien des égards, au-delà de la simple ressemblance physique. Elle riait, rayonnante de bonheur, le visage illuminé d'une joie si pure et si authentique qu'il était presque douloureux de la regarder. Elle tenait la main d'un homme qui ressemblait de façon frappante à Marcus. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux doux, les mêmes mains fortes qui témoignaient d'un travail honnête et d'une gentillesse sincère. En arrière-plan, Victoria reconnut un bâtiment qui la fit sursauter et pousser un cri de surprise. Le siège social original de Delaunay Entreprises, avant que son père ne développe l'entreprise pour en faire l'empire qu'elle était aujourd'hui. Mais ce n'était pas une photo professionnelle, c'était une photo intime, personnelle, le genre de photo qui capturait un moment de bonheur parfait entre deux personnes qui s'aimaient profondément. « C'est ta mère », dit Marcus doucement, la voix chargée d'émotion et d'attente après des années de secrets soigneusement gardés. « Catherine Sterling, et c'est mon père, Roberto Rodriguez. » Les jambes de Victoria se dérobèrent sous elle et elle s'effondra sur l'un des tabourets du bar, la photo tremblant entre ses mains comme si elle était faite d'un matériau plus fragile que le papier et l'encre. La pièce semblait tourner autour d'elle et elle dut s'agripper au bord du comptoir pour ne pas tomber. « C'est impossible », murmura-t-elle. Mais alors même que les mots sortaient de sa bouche, elle pouvait entendre le doute dans sa propre voix. « Ma mère est morte dans un accident de voiture avec mon père quand j'avais 19 ans. J'étais à l'université quand ça s'est produit. Je suis rentré à la maison pour les funérailles. Je l'aurais su si elle avait survécu, si elle n'était pas morte dans cet accident, » dit Marcus doucement. Mais ces mots frappèrent Victoria comme des coups physiques. Chaque syllabe détruisait un autre morceau de la vie qu'elle pensait connaître. Elle a été éjectée de la voiture lors de l'impact. Elle a survécu, mais avec une amnésie sévère et un traumatisme crânien. Les avocats de ton père ont décidé de dire à tout le monde qu'elle était morte. Ils ont dit que c'était plus facile que de gérer les complications juridiques et financières liées à son état. La vision de Victoria s'est brouillée lorsque ses yeux se sont remplis de larmes, même si elle ne savait pas si c'était des larmes de chagrin, de rage ou d'autre chose. « Tu mens, tu dois mentir. Quelqu'un m'aurait prévenu, quelqu'un l'aurait fait. » Elle a vécu dans un établissement de soins spécialisé pendant 2 ans supplémentaires. Marcus a continué, sa voix devenant plus forte, comme si dire la vérité lui donnait du courage après des années de silence prudent. La clinique Delaunay, dans l'aile privée financée par ton père. Avant de mourir, elle a commencé à se souvenir de fragments de sa vie. Elle se souvenait de ton père et elle se souvenait de Roberto. Elle a parlé à mon père d'une fille qu'elle avait perdue. Une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux verts qui hériterait de tout. Elle lui a fait promettre de veiller sur toi si jamais quelque chose lui arrivait. « C'est fou », a dit Victoria. Mais même si elle protestait, les pièces du puzzle s'assemblaient avec une horrible clarté. La façon dont Marcus semblait toujours anticiper ses besoins avant même qu'elle ne les exprime.
La façon dont il s'assurait que le bâtiment était particulièrement sécurisé lorsqu'elle travaillait tard. La manière subtile dont il la protégeait sans qu'elle ne s'en rende compte, comme un ange gardien qu'elle n'avait jamais demandé et qu'elle n'avait jamais remarqué. Mon père a tenu sa promesse jusqu'à sa mort, il y a 5 ans, dit Marcus, la voix empreinte d'une dévotion qui transcende les générations. Cancer. Il a passé ces dernières semaines à me raconter tout ce qu'il savait sur ta mère, sur la promesse qu'il avait faite, sur la responsabilité qu'il me confiait. Depuis, je veille sur toi, je m'assure que tu es en sécurité. J'ai postulé spécialement pour ce poste afin d'honorer la promesse qu'il avait faite à ta mère. Emma et Maya avaient écouté cette conversation avec une attention soutenue. Emma prit alors la parole avec la clarté innocente que seuls les enfants possèdent. Cette sagesse qui transcende les complications des adultes et va droit au cœur des choses. Ça veut dire que Victoria fait partie de notre famille ? Demanda-t-elle d'une petite voix pleine d'espoir et d'émerveillement. Victoria regarda les petites filles, les regarda vraiment pour la première fois et vit quelque chose qui lui avait échappé dans le choc initial de les avoir trouvés dans sa cuisine. Dans les yeux intenses et intelligents de Maya, elle aperçut un éclair de sa propre détermination obstinée, cette même quête implacable de la vérité qui avait fait son succès dans les affaires. Dans le sourire chaleureux et généreux d'Emma, elle aperçut la gentillesse naturelle que les gens lui avaient toujours dit avoir hérité de sa mère. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-elle à Marcus d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Depuis le jour où j'ai commencé à travailler ici », admit-il, la regardant dans les yeux avec l'honnêteté de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. « J'ai étudié tout ce qui te concernait, tes habitudes, ta sécurité, tes routines. J'ai appris à connaître ton emploi du temps, tes préférences, tes vulnérabilités. Mais je n'avais pas prévu que tu le découvrirais de cette façon. Je n'avais pas prévu que tu le découvrirais, tout simplement. » Le téléphone de Victoria vibra à nouveau. Un autre message de la sécurité. Cette fois, il y avait une pièce jointe, une photo du colis qui avait été livré à son bureau. L'adresse de l'expéditeur lui glaça le sang. Clinique Delaunay, service des dossiers des patients, dossiers médicaux confidentiels, Catherine Elizabeth Sterling, décédée. Elle a montré l'écran à Marcus, et son visage est devenu pâle, comme s'il avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, même si elle craignait de déjà connaître la réponse. « C'est l'hôpital où ta mère a séjourné » a-t-il dit doucement, la voix remplie de cette sorte de terreur qui vient quand on se rend compte que les conséquences tant redoutées approchent. S'il t'envoie son dossier médical maintenant, après toutes ces années de secret, ça veut dire que quelqu'un d'autre connaît la vérité, quelqu'un qui n'a peut-être pas tes intérêts à cœur. Victoria regarda autour d'elle, dans sa cuisine, l'homme qui la protégeait secrètement depuis des années, les 2 petites filles extraordinaires qui étaient peut-être ce qui se rapprochait le plus d'une famille pour elle. La photo qui prouvait que tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie n'était qu'un mensonge soigneusement construit. « On doit aller à mon bureau. » Et elle dit, d'une voix calme malgré le chaos dans son esprit, la force qui avait bâti son empire se mobilisant pour relever ce nouveau défi. « Nous tous, tout de suite, parce que j'ai le sentiment que ce qu'il y a dans ce colis va changer tout ce qu'on croit savoir sur ma famille, sur mon passé et sur les raisons pour lesquelles quelqu'un a gardé ses secrets pendant si longtemps. » Mais alors qu'il se préparait à partir, rassemblant les sacs à dos des filles et la précieuse photo, aucun d'entre eux ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue depuis 1 heure, ses vitres suffisamment teintées pour cacher ses occupants. Ils ne virent pas l'homme qui surveillait l'immeuble de Victoria avec des instructions très précises sur ce qu'il devait faire si Marcus Rodriguez et ses filles entraient en contact avec Victoria Sterling. Le jeu avait commencé, et les enjeux étaient plus importants que ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer. Quelqu'un attendait ce moment depuis très longtemps, et maintenant qu'il était enfin arrivé, il n'y aurait plus de retour possible à la vie simple qu'ils avaient connue avant cette nuit. Alors qu'ils descendaient en ascenseur vers le parking, Victoria réalisa qu'elle était sur le point de découvrir des vérités qui la libéreraient ou détruiraient tout ce qu'elle avait construit au cours de sa vie. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle ne savait pas vraiment quel résultat elle préférait. Le bâtiment de Delaunay Entreprises, haut de 43 étages, se dressait au cœur de Paris. Sa façade en verre reflétait les lumières de la ville comme un symbole du pouvoir des entreprises. À 23h30, un mardi soir, il aurait dû être vide, à part les agents de sécurité et les équipes de nettoyage. Au lieu de ça, l'ascenseur privé de Victoria emmenait un groupe improbable vers l'étage de la direction. Un PDG milliardaire, un concierge et 2 fillettes de 6 ans qui allaient découvrir des secrets que des gens puissants avaient tués pour protéger. « Pourquoi tout est-il si brillant ?» demanda Emma en appuyant ses petites mains contre les parois chromées polies de l'ascenseur. Son reflet se multipliait à l'infini sur les surfaces miroitantes, créant une armée d'enfants curieux s'étendant à l'infini.
Parce que des gens importants travaillent ici, répondit Maya d'un ton neutre, même si son esprit mathématique analysait clairement le fonctionnement de l'ascenseur. Plus quelque chose brille, plus ça coûte cher. C'est papa qui nous l'a appris. Victoria regarda les filles avec un regard neuf, voyant des traces d'elles-mêmes dans leurs expressions et leurs manières. La curiosité intrépide d'Emma lui rappelait ses propres questions d'enfance qui avaient rendu ses parents fous. La nature analytique de Maya était comme un miroir qui reflétait sa propre quête incessante de schémas et de solutions. « Ton père est un homme sage », dit Victoria doucement, en jetant un coup d'œil à Marcus, qui se tenait tendu à côté du panneau de commande. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le penthouse, mais elle pouvait voir l'inquiétude gravée sur chaque trait de son visage. L'ascenseur sonna doucement lorsqu'ils atteignirent le 40e étage. La suite exécutive de Victoria occupait tout l'étage, témoignage imposant du succès de l'entreprise qui semblait soudain vide et froid. Lorsque les portes s'ouvrirent, des capteurs de mouvement déclenchèrent l'éclairage automatique qui illumina un espace conçu pour intimider et impressionner. « Waouh !» s'exclama Emma en entrant dans la réception, les yeux écarquillés. « On dirait un palais !» Mais Maya étudiait le système de sécurité avec l'intensité d'un scientifique examinant un nouveau spécimen. « Il y a 47 caméras rien que dans cette pièce », annonça-t-elle. « Et les serrures électromagnétiques de cette porte, dit-elle en montrant le bureau privé de Victoria, change de code de cryptage toutes les 37 secondes. Victoria s'arrêta net. « Comment peux-tu savoir ça ? Je peux entendre les changements de fréquence, dit simplement Maya, et voir les variations des motifs lumineux dans les indicateurs d'état. C'est comme de la musique, mais avec des chiffres à la place des notes. » Marcus posa une main protectrice sur l'épaule de Maya. Elle a toujours été capable de voir et d'entendre des choses qui échappent aux autres. Parfois, je pense qu'elle perçoit le monde d'une manière complètement différente de nous. Les mains de Victoria tremblaient lorsqu'elle s'approcha du bureau de sécurité où un colis attendait sous des lumières vives. L'enveloppe en papier craft était épaisse et officielle et portait le sceau indubitable de la clinique de Launay. Son nom était écrit sur le devant en lettres soignées. Victoria Catherine Sterling, personnel et confidentiel. « Avant de l'ouvrir, dit-elle en se tournant vers Marcus, j'ai besoin de tout savoir. Tout, plus de secrets. » Marcus regarda ses filles qui s'étaient installées dans les fauteuils moelleux entourant la table de conférence de Victoria. Emma dessinait dans son cahier, tandis que Maya étudiait les motifs géométriques des carreaux de marbre du sol. Toutes deux semblaient absorbées par leurs activités, mais écoutaient sans doute chaque mot. « Ta mère ne connaissait pas seulement mon père », commença Marcus. Sa voix était lourde du poids de secrets longtemps gardés. Ils travaillaient ensemble. Roberto Rodriguez n'était pas seulement un agent d'entretien. Il était responsable de la sécurité chez Delaunay Entreprises lorsque tes parents ont créé l'entreprise. C'était le meilleur ami de ton père, son employé le plus fidèle. Victoria s'enfonça dans son fauteuil de direction, le cuir craquant doucement dans le silence. « Je ne comprends pas. Mon père n'a jamais parlé d'un certain Roberto Rodriguez. À cause de ce qui s'est passé après l'accident de ta mère, continua Marcus. Roberto conduisait le soir où tes parents devaient se rendre à ce gala de charité. Ton père avait bu, ce qui n'était pas inhabituel pour lui à l'époque, et Roberto avait proposé de les conduire, mais à la dernière minute, ton père avait insisté pour conduire lui-même, disant que cela serait meilleur pour son image. La pièce semblait se refroidir tandis que Marcus parlait, et Victoria se retrouva à serrer les accoudoirs de son fauteuil jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Roberto les a suivis, inquiet de l'état de ton père. Il a vu l'accident se produire. Il a vu ta mère être éjectée de la voiture tandis que ton père... Marcus fit une pause, déglutissant péniblement. Ton père est mort sur le coup. Roberto a sorti ta mère de l'épave. Il a appelé les secours et est resté avec elle jusqu'à l'arrivée des ambulances. Mais elle était amnésique, a chuchoté Victoria. Au début, oui, elle avait complètement perdu la mémoire. Mais Roberto lui a rendu visite tous les jours pendant 2 ans. Il était la seule constante dans sa vie, le seul visage familier. Peu à peu, elle a commencé à se souvenir de fragments. Elle se souvenait avoir aimé quelqu'un qui s'appelait Catherine, elle se souvenait d'une petite fille aux yeux verts, elle se souvenait être fière de l'entreprise qu'ils avaient créée ensemble. Emma a levé les yeux de son dessin, son jeune visage sérieux et concentré, comme quand je fais des cauchemars et que je ne me souviens que de petits bouts quand je me réveille. Exactement comme ça, ma chérie, a dit Marcus doucement. Ta grand-mère Catherine a commencé à se souvenir de petits bouts, mais jamais de l'ensemble. Victoria a retenu son souffle. Grand-mère, elle se souvenait de la gentillesse de Roberto, continua Marcus. Et quand les médecins lui ont dit qu'elle allait mourir, elle lui a fait promettre de veiller sur la fille dont elle ne se souvenait pas clairement, mais qu'elle savait qu'elle aimait désespérément. Elle lui a donné cette photo et une lettre qu'elle avait écrite pendant un de ses moments de lucidité. Marcus fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe scellée, jaunie par le temps. Elle lui a fait promettre de te la donner uniquement si tu étais en danger. « Quel genre de danger ?» demanda Victoria,
même si elle commençait à soupçonner que la réponse avait quelque chose à voir avec le colis de l'hôpital qui l'attendait sur son bureau. Le genre de danger qui vient du fait d'avoir 300 millions de dollars et aucune famille pour vous protéger, répondit Marcus d'un ton grave. Le genre de danger qui vient du fait d'être l'unique héritière de secrets que des gens puissants seraient prêts à tuer pour garder enfouis. Maya leva soudain les yeux de son analyse du motif du sol, le visage troublé. « Les chiffres sont faux, dit-elle doucement. « Quels chiffres, ma chérie ?» demanda Marcus. « Tous, les codes de sécurité, les angles de caméra, le timing des systèmes d'ascenseur. Quelqu'un les a modifiés aujourd'hui, récemment, au cours des 4 dernières heures. » La voix de Maya traduisait la certitude de quelqu'un qui énonçait un fait évident. Quelqu'un d'autre est venu ici. Victoria sentit le sang se glacer dans ses veines. « C'est impossible. Je suis la seule à avoir accès à ces systèmes. »« Plus maintenant, » dit Maya d'un ton neutre. « Quelqu'un avec des privilèges d'administrateur a changé les codes principaux à 19h23, exactement 19 minutes avant notre arrivée. » Le silence qui suivit fut rompu par la douce sonnerie de la ligne téléphonique privée de Victoria. Un numéro que seules 3 personnes au monde étaient censées connaître. Victoria fixa le téléphone, la main suspendue au-dessus du combiné, comme s'il risquait de la mordre. « Personne ne connaît ce numéro, à part mon avocat, mon médecin et mon chef de la sécurité. »« Réponds, » dit Marcus doucement, son instinct protecteur clairement en alerte. Victoria décrocha le combiné avec des doigts tremblants. « Bonjour, mademoiselle Sterling. » La voix était cultivée, agréable et tout à fait terrifiante dans son calme assuré. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Qui est à l'appareil ? Quelqu'un qui attend cette conversation depuis très longtemps. Je vous suggère d'ouvrir le colis de l'hôpital maintenant, tant que je me sens encore généreux. » Les yeux de Victoria croisèrent ceux de Marcus à travers la pièce, et elle put voir sa propre peur se refléter dans son expression. Les mains tremblant légèrement, elle déchira l'enveloppe en papier craft. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux, des photos et un certificat de décès qui lui glacèrent le sang. Mais c'est la note manuscrite agrafée à la première page qui lui fit complètement perdre son souffle. Catherine Sterling est morte en connaissant la vérité sur le père de sa fille. Une vérité que certaines personnes ont passé 28 ans et des ressources considérables à dissimuler. Une vérité qui rend l'héritage de Victoria Sterling juridiquement contestable. Une vérité qui rend 2 petites filles et leur père extrêmement précieux ou extrêmement dangereux, selon le point de vue de chacun. La voix au téléphone continua avec une politesse mortelle. « Je suppose que vous êtes en train de lire. Excellent. Voici ce qui va se passer ensuite. Tu vas amener ces enfants et leur père à l'adresse que je vais te donner ce soir. Et tu vas le faire discrètement, sans impliquer la sécurité, la police ou toute autre personne susceptible de compliquer les choses. Et si je refuse, Victoria réussit à demander. Alors demain matin, des copies de ces dossiers médicaux seront envoyées à tous les grands journaux, à tous les concurrents commerciaux et à toutes les agences de réglementation du pays. Ton empire s'effondrera, votre réputation sera détruite, et Marcus Rodriguez disparaîtra avec ses remarquables filles. J'espère avoir été clair. Victoria regarda les dossiers médicaux qu'elle tenait entre ses mains, la vue se brouillant à mesure que les implications devenaient claires. Les analyses de sang, les analyses ADN, les documents de paternité qui avaient été scellés pendant près de 3 décennies. « Vous avez 1 heure, » continua la voix. « L'adresse est 247 quai de la Seine, au dernier étage. Venez seul avec la famille. Et mademoiselle Sterling, je vous suggère de vous dépêcher. Ma patience a des limites, et vous m'avez déjà fait attendre bien trop longtemps. » La ligne fut coupée, laissant Victoria fixer les documents qui prouvaient que toute sa vie avait été construite sur un mensonge. D'après les dossiers médicaux, James Sterling n'était pas son père biologique. C'était Roberto Rodriguez, ce qui signifiait que Marcus n'était pas seulement son protecteur, il était son demi-frère. Et Emma et Maya n'étaient pas seulement des enfants extraordinaires qu'elle avait rencontrés par hasard. Elles étaient ses nièces, sa famille, les seuls parents de sang qu'il lui restait au monde. Et maintenant, quelqu'un utilisait ce lien pour les détruire tous. La vérité frappa Victoria comme un coup physique, lui coupant le souffle et faisant tourner la pièce autour d'elle. Elle agrippa le bord de son bureau, tandis que les dossiers médicaux s'éparpillaient sur sa surface polie. Chaque document était une révélation qui réécrivait tout ce qu'elle pensait savoir sur son identité. Analyse ADN, résultats de tests de paternité, comparaison de groupes sanguins, tous portant le sceau officiel de la clinique Delaunay et la signature du docteur Elizabeth Morrison, datée de seulement 6 mois avant la mort de sa mère. Victoria, la voix de Marcus semblait venir de très loin. Qu'est-ce que ça dit ? Elle leva les yeux vers lui, son demi-frère, et vit sa propre confusion et sa peur se refléter dans ses yeux sombres. L'homme qui l'avait protégé ne faisait pas que respecter la promesse faite par son père à une femme mourante. Il avait protégé sa propre sœur sans même le savoir.
James Sterling n'était pas mon père, murmura-t-elle, la voix brisée par les mots. C'était Roberto Rodriguez. Ton père était mon père. Le silence qui suivit était assourdissant. Emma et Maya levèrent les yeux de leurs activités, sentant le bouleversement dans le monde des adultes, même si elles ne pouvaient pas en comprendre toutes les implications. « C'est impossible », dit Marcus, mais sa voix manquait de conviction. Victoria pouvait le voir traiter cette information, assembler les pièces du puzzle qui prenaient soudainement tout leur sens. « La chronologie correspond », continua Victoria, parcourant les documents avec l'esprit analytique qui avait fait d'elle une femme d'affaires prospère. « Ma mère a eu une liaison avec Roberto Rodriguez. Quand elle est tombée enceinte, James Sterling a accepté de m'élever comme son propre enfant pour éviter le scandale, mais il a exigé que Roberto disparaisse de leur vie. Mais mon père aimait ma mère, protesta faiblement Marcus. Ils étaient mariés. J'ai leurs photos de mariage. Regarde les dates, dit Victoria en montrant un certificat de mariage enfoui dans la pile de papier. Roberto Rodriguez a épousé Elena Santos 2 ans après ma naissance. 2 ans après que ton père ait été contraint de renoncer à la femme qu'il aimait pour protéger sa réputation et la mienne, Marcus s'effondra dans un fauteuil, le visage pâle sous le choc. Il ne m'en a jamais parlé pendant toutes ces années, et il n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas. Victoria comprit que James Sterling en avait probablement fait une condition de son silence. Roberto pouvait veiller sur moi à distance, mais il ne pouvait jamais révéler la vérité. Et quand il est mort, il t'a transmis ce fardeau. Emma s'est approchée de Marcus avec la gentillesse intuitive que possèdent les enfants lorsqu'ils sentent que leurs parents souffrent. « Papa, tu es triste ?» Marcus a pris sa fille dans ses bras, la voix chargée d'émotion. « Non, ma chérie, je ne suis pas triste. J'apprends juste des choses très importantes sur notre famille. »« De bonnes ou de mauvaises choses ?» demanda Maya, même si son esprit mathématique analysait clairement les implications plus rapidement que ses sœurs. « Je ne sais pas encore », admit Marcus honnêtement. Le téléphone de Victoria sonna à nouveau, le son strident tranchant leur moment familial comme un couteau. Cette fois, elle n'hésita pas à répondre. « Le temps presse, mademoiselle Sterling », dit la voix cultivée sans préambule. « Avez-vous eu suffisamment de temps pour assimiler votre nouvel arbre généalogique ? Que voulez-vous » demanda Victoria, son instinct protecteur s'enflammant alors qu'elle regardait les 2 petites filles qui étaient désormais ses nièces. « À l'origine, je voulais m'assurer que certains secrets restent enfouis. Votre mère était censée emporter la vérité sur votre paternité dans sa tombe, mais elle a eu un accès de conscience gênant dans ces derniers jours. Elle a tout raconté à Roberto Rodriguez, y compris l'emplacement des documents qui pourraient prouver votre naissance illégitime. Et maintenant, je veux ces documents. Tous. Les dossiers médicaux. Roberto les a cachés avant de mourir. Les lettres que ta mère a écrites, les preuves qui pourraient détruire la légitimité de la famille Sterling et transférer ton héritage à son héritier légitime. » Victoria sentit les pièces du puzzle s'assembler avec une horrible clarté. « Tu veux voler mon entreprise ? Je veux récupérer ce qui m'a été volé il y a 28 ans. » La voix corrigea avec une précision glaciale. « Mon père avait un accord de partenariat avec James Sterling. Quand la liaison de ta mère a été découverte, mon père a été contraint de quitter l'entreprise pour préserver la réputation des Sterling. Il est mort sans le sou, tandis que James Sterling bâtissait un empire sur ce qui aurait dû être un succès partagé. Qui es-tu ? Thomas Morrison, docteur. Elizabeth Morrison était ma mère, la médecin qui t'a mise au monde, qui a effectué les tests de paternité, qui a tout documenté avant que mon père ne la force à falsifier les dossiers. Elle a gardé des copies de tout, une assurance contre les mensonges de la famille Sterling. À sa mort, ces dossiers m'ont été remis. » Victoria sentit son sang se glacer. « Vous préparez cela depuis des années, depuis des décennies. J'ai attendu le bon moment pour détruire l'héritage des Sterling et récupérer ce qui revenait à ma famille. La mort de votre mère a fourni certains documents, mais Roberto Rodriguez a caché les preuves cruciales avant de mourir, des preuves que seul son fils saurait trouver. » Victoria a regardé Marcus, comprenant soudain tout. Il veut que Marcus le mène aux documents. « Très bien, mademoiselle Sterling. Vous voyez, j'ai dépensé des ressources considérables pour retrouver la famille de Roberto Rodriguez. Je sais tout des coffres-forts, des entrepôts cachés, des précautions élaborées qu'il a prises pour protéger les preuves qui pourraient faire tomber votre empire. J'ai besoin que Marcus récupère ces documents pour moi. Et s'il refuse, je rendrai publiques les preuves existantes ce soir. Les actions de votre entreprise s'effondreront dès le lendemain matin. Votre conseil d'administration exigera votre démission. Et pendant que vous vous battrez pour votre survie professionnelle, Marcus Rodriguez et ses filles disparaîtront, tout simplement. » La menace planait dans l'air comme un nuage empoisonné. Victoria comprenait parfaitement. Morrison avait le pouvoir de la détruire financièrement, tout en faisant disparaître sans laisser de traces sa nouvelle famille. « Vous avez 30 minutes, poursuivit Morrison. 247, quai de la Seine, dernier étage. Amenez Marcus, les enfants et mademoiselle Sterling.
Je vous déconseille fortement de faire appel aux forces de l'ordre. Je dispose de ressources qu'elles n'ont pas et d'une patience qu'elles ne peuvent égaler. » La ligne fut à nouveau coupée, laissant Victoria fixer le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent qui venait de la mordre. « Nous n'irons pas, » dit Marcus fermement. « Quoi qu'il veuille, quels que soient les documents que mon père a cachés, ils ne valent pas la peine de risquer la vie des filles. » Mais Maya avait écouté avec l'intensité qui caractérisait son approche de tout. Et maintenant, elle s'exprimait avec la logique claire de quelqu'un qui avait calculé toutes les variables. « Si on n'y va pas, il fera du mal à papa, » dit-elle d'un ton neutre. « Et si on y va, il nous fera probablement du mal à tous. Mais si on y va, au moins, on sera tous ensemble. » « Maya a raison, » a ajouté Emma avec la sagesse d'une gamine de 6 ans. « Papa dit toujours que la famille doit rester soudée, surtout quand des trucs pas cool arrivent. » Victoria a regardé ses enfants incroyables, ses nièces, et a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, elle avait une vraie famille. Des gens dont la vie comptait plus que son empire commercial, plus que sa réputation, plus que tout l'argent du monde. « Il y a une troisième option, » dit-elle lentement. Son esprit envisageait déjà les possibilités avec la réflexion stratégique qui avait fait son succès en affaires. « On ne va pas simplement rencontrer Morrison, on y va préparer. »« Préparer comment ?» demanda Marcus. Victoria sourit. Et pour la première fois de la soirée, c'était un sourire qui dévoilait ses dents. « Tu oublies quelque chose, Marcus. Je n'ai pas bâti un empire de 300 millions de dollars en reculant devant les brutes. Je l'ai bâti en étant plus intelligente, plus impitoyable et mieux préparée que tous ceux qui ont essayé de me prendre ce qui m'appartenait. » Elle se tourna vers Maya, frappée par une inspiration soudaine. « Tu as dit que quelqu'un avait changé les codes de sécurité ici. » Maya acquiesça à 19H23. Mais ils n'ont pas seulement changé les codes, ils ont créé un protocole d'accès par une porte dérobée qui contourne le cryptage normal. Ce qui signifie que celui qui a fait ça a laissé une empreinte numérique que je peux retracer, dit Maya, avec l'assurance de quelqu'un qui comprend les systèmes mieux que ceux qui les ont construits. Donnez-moi 10 minutes et je pourrai vous dire exactement d'où vient l'accès. Le sourire de Victoria s'élargit. Alors découvrons qui est vraiment Thomas Morrison avant de tomber dans son piège. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise dans les affaires, c'est que la connaissance est la seule arme qui compte vraiment. Alors que Maya s'installait devant l'ordinateur de Victoria, avec l'intensité concentrée d'un chirurgien se préparant à une opération complexe, aucun d'entre eux ne remarqua le petit appareil qui avait été placé derrière le bureau de Victoria. Un appareil qui transmettait chacune de leurs paroles à un poste d'écoute situé à 3 pâtés de maison. Thomas Morrison savait qu'elle venait, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de commettre l'erreur de menacer les 2 mines les plus dangereuses de Paris. Une PDG milliardaire qui n'avait plus rien à perdre et une génie de 6 ans capable de voir des schémas qui échappaient aux adultes. Le vrai jeu était sur le point de commencer. Les doigts de Maya volaient sur le clavier de Victoria avec la précision d'une pianiste de concert. Son jeune visage était éclairé par la lueur de plusieurs écrans, tandis que des lignes de code défilaient plus vite que la plupart des adultes ne pouvaient les lire. En 10 minutes, elle avait accompli ce qui aurait pris des heures à des équipes de sécurité d'entreprise. « Je l'ai trouvé », annonça-t-elle avec une satisfaction tranquille. Thomas Morrison, 1247 East 89th Street, appartement 4B. Mais ce n'est pas sa vraie adresse. La signature numérique remonte à une ferme de serveurs dans le Queens, puis rebondit sur 3 serveurs proxy avant de se terminer au 247 quai de la Seine. Il a tout observé depuis là-bas. « Quoi d'autre ?» demanda Victoria en se penchant par-dessus l'épaule de Maya pour étudier les informations qui défilent à l'écran. Les relevés bancaires montrent des paiements réguliers provenant d'une société appelée Meridian Holdings LLC. Cette société appartient à une autre société, qui appartient elle-même à une autre société. Mais si on suit la piste assez loin, Maya marqua une pause dramatique. Tout ramène à Delaunay Entreprises. Victoria sentit le sang se retirer de son visage. « C'est impossible. Quelqu'un au sein de votre entreprise a financé les opérations de Morrison, continua Maya avec la logique implacable d'un ordinateur traitant des données. D'importants paiements mensuels depuis 5 ans. Quelqu'un qui a accès à des fonds discrétionnaires et qui a le pouvoir de cacher des dépenses et des frais professionnels divers. Marcus se leva lentement, le visage sombre, comprenant tout. C'est un coup monté. Quelqu'un dans votre entreprise veut vous voir partir et utilise Morrison pour y arriver. Mais qui ? Demanda Victoria. J'ai choisi moi-même chaque membre de mon conseil d'administration. Je connais ces gens. Emma, qui avait dessiné tranquillement pendant toute cette conversation, brandit soudain son cahier. La page était couverte de bonhommes allumettes, mais le dessin était remarquablement détaillé pour une enfant de 6 ans. Il représentait un grand immeuble, un homme en costume et ce qui semblait être une famille de 4 personnes debout ensemble. « Emma » dit Victoria en s'agenouillant doucement à côté de la petite fille. « Qu'est-ce que c'est que ce dessin ?»
C'est le méchant qui veut faire du mal à notre famille, répondit simplement Emma. Je l'ai vu dans le hall quand on est arrivé. Il faisait semblant d'être un agent de sécurité, mais ses mains étaient trop douces. Papa dit que les gens qui travaillent avec leurs mains ont des mains fortes et rugueuses comme les siennes. Le cœur de Victoria s'arrêta de battre. Emma, c'est très important. Où as-tu vu cet homme exactement? Près de l'ascenseur. Il nous observait, mais essayait de faire semblant de ne pas le faire. Il avait une petite radio dans l'oreille, comme les agents des services secrets dans les films. Maya leva les yeux de l'ordinateur, le visage sérieux. S'il était dans le hall, il sait qu'on est là, ce qui veut dire que Morrison n'attend pas qu'on aille vers lui. Il prévoit de venir vers nous. Comme si ces mots l'avaient invoqué, les lumières du bâtiment se mirent soudain à clignoter puis s'éteignirent, plongeant l'étage de la direction dans le noir. L'éclairage de secours se mit en marche un instant plus tard, plongeant tout dans une lueur rouge inquiétante. « C'est juste l'alimentation de secours », dit Victoria, la voix tendue par une peur contenue. Quelqu'un a coupé l'alimentation électrique principale. Marcus s'est approché de ses filles pour les protéger. Combien y a-t-il de sorties dans ce bâtiment à cet étage? 3 cages d'escalier, mais elles seront toutes surveillées. Il y a aussi... Victoria s'est interrompue, frappée par une idée. Maya, que sais-tu des systèmes de ventilation des bâtiments? Assez, a répondu Maya. Pourquoi? Parce que je sais quelque chose sur ce bâtiment que même mon équipe de sécurité ignore. Quand mon père a rénové cet étage, il a installé une issue de secours privée. Elle mène directement au parking. Où ça? Demanda Marcus. Victoria se dirigea vers le mur du fond de son bureau et appuya sur un endroit apparemment aléatoire du lambris. Une partie du mur pivota vers l'intérieur, révélant un passage étroit qui disparaissait dans l'obscurité. Une issue de secours, expliqua-t-elle. Mon père était paranoïaque à propos de l'espionnage industriel. Ça mène à un couloir de service qui rejoint le parking. De là, on peut rejoindre ma voiture. Le bruit des portes de l'ascenseur qui s'ouvrait résonna dans l'espace de bureau, suivi de bruits de pas. Plusieurs séries de pas se déplaçant avec une précision militaire. « Trop tard », murmura Marcus. Une voix résonna dans l'obscurité, cultivée, polie et tout à fait terrifiante dans son calme et son assurance. « Mademoiselle Sterling, je crois que nous avions rendez-vous. » Victoria attrapa la main d'Emma, tandis que Marcus prenait Maya dans ses bras. « Allez-y » siffla-t-elle en les poussant vers le passage secret. Ils se glissèrent dans le couloir étroit, juste au moment où les faisceaux des lampes torches commençaient à balayer le bureau de Victoria. Le passage était exigu et poussiéreux, manifestement inutilisé depuis des années, mais il descendait régulièrement à travers les infrastructures du bâtiment. « Par ici » murmura Victoria, en les guidant à travers un labyrinthe de couloirs de service et d'espaces d'entretien qu'elle avait explorés lorsqu'elle était enfant et qu'elle rendait visite à son père à son bureau. Derrière eux, ils pouvaient entendre la voix de Morrison qui les appelait avec une fausse amabilité. « Inutile de compliquer les choses, Mademoiselle Sterling. Je souhaite simplement discuter d'une proposition commerciale qui pourrait nous être profitable à tous. » Ils atteignirent le niveau du parking juste au moment où ils entendirent des pas entrer dans la partie supérieure du passage. La Bentley de Victoria brillait sous les lumières fluorescentes, et elle n'avait jamais été aussi reconnaissante envers l'ingénierie allemande et le luxe britannique. « Monte !» ordonna-t-elle en appuyant sur le démarreur à distance alors qu'il courait vers la voiture. Mais alors que le moteur ronronnait, des berlines sombres commencèrent à émerger de l'ombre autour du parking, leurs phares créant un réseau de lumière qui piégeait la voiture de Victoria au centre de l'espace. « Bienvenue à la réunion de famille », résonna la voix de Morrison dans un haut-parleur. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser partir pour l'instant. » Les mains de Victoria se crispèrent sur le volant, tandis qu'elle comptait les véhicules qui les entouraient. 6 voitures, au moins 12 hommes, professionnels, bien équipés et clairement préparés pour ce scénario précis. « Victoria », dit Marcus doucement depuis le siège passager. « Quoi qu'il arrive, protège les filles. » Mais Maya étudiait la disposition du garage avec son intensité caractéristique. Et soudain, elle sourit, le premier sourire sincère que Victoria lui voyait adresser de toute la soirée. « Ils ont fait une erreur », annonça Maya avec une assurance tranquille. « Quel genre d'erreur ?» demanda Victoria. « Ils ont supposé que ce garage n'avait qu'une seule sortie, mais je peux voir les schémas de ventilation et le flux d'air indique une deuxième issue. Là, dit-elle en pointant du doigt ce qui semblait être un mur solide. Ce n'est pas un mur, c'est une porte pneumatique conçue pour ressembler à un mur. C'est une règle de sécurité incendie pour les bâtiments de plus de 40 étages. Victoria fixa l'endroit indiqué par Maya et se souvint soudain que son père avait mentionné les protocoles d'urgence lors des visites du bâtiment qu'elle avait faites pendant son enfance. L'accès pour les véhicules d'urgence. Exactement. Et si mes calculs sont bons, cette porte donne sur la voie de service qui relie le réseau de tunnels du métro. On pourrait disparaître sous terre. La voix de Morrison retentit à nouveau dans le garage. Vous avez 60 secondes pour sortir du véhicule, les mains bien en évidence.
Passé ce délai, mes associés adopteront une approche plus directe dans cette négociation. Victoria regarda Marcus, puis les deux petites filles extraordinaires assises à l'arrière qui la regardaient avec une confiance totale. Ses nièces, sa famille, la seule chose qui comptait vraiment dans sa vie. « Attendez », dit-elle en passant la première vitesse de la Bentley. « Maya, guide-moi jusqu'à cette porte, 32 à gauche, puis tout droit sur 15 mètres. » Maya lui donna les indications avec la précision d'un système de navigation. Victoria enfonça l'accélérateur à fond et la Bentley bondit en avant grâce à la puissance de ses 12 cylindres parfaitement réglés. La berline qui les poursuivait tenta de les intercepter, mais l'ingénierie allemande et une motivation de 300 millions de dollars s'avérèrent supérieures à leur plan. La porte cachée s'ouvrit brusquement à leur approche, révélant un tunnel de service qui menait dans les profondeurs de l'infrastructure souterraine de Paris. Derrière eux, la voix de Morrison se transforma en un rugissement de colère frustrée. Mais le son s'estompa lorsqu'ils disparurent dans le labyrinthe sous la ville. « Où allons-nous maintenant » demanda Marcus, la voix tendue par l'adrénaline. Victoria sourit. Et cette fois, c'était le sourire d'une femme qui venait de découvrir ce qui valait vraiment la peine de se battre. « Nous disparaissons pour l'instant, mais pas pour toujours. Morrison veut la guerre avec la famille Sterling. Il va la voir. » À l'arrière, Emma dessinait à nouveau. Son jeune visage était paisible malgré le chaos auquel il venait d'échapper. Cette fois, son dessin représentait une famille unie face à un groupe beaucoup plus nombreux de méchants. Et dans sa vision d'enfant de 6 ans, la famille était en train de gagner. À 3 pâtés de maison de là, Thomas Morrison se tenait dans le bureau vide de Victoria Sterling, tenant des documents qui prouvaient son droit légal à la moitié de Delaunay Entreprises. Mais en regardant les images de vidéosurveillance d'une Bentley disparaissant dans le métro parisien, il réalisa qu'il avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que Victoria Sterling n'était qu'une autre enfant gâtée qui s'effondrerait sous la pression. Au lieu de cela, il avait réveillé l'instinct protecteur d'une femme qui disposait de ressources qu'il n'avait jamais imaginées. La vraie guerre ne faisait que commencer, et Victoria Sterling venait de découvrir qu'elle avait des alliés pour lesquels elle était prête à mourir et des ennemis qu'elle était prête à détruire. Mais dans un refuge du Queens, le dernier secret de Roberto Rodriguez attendait dans un coffre-fort auquel seul Marcus avait accès. Un secret qui allait soit les sauver tous, soit détruire tout ce que la famille Sterling avait construit en 30 ans. La vérité sur l'héritage de Victoria était bien plus compliquée que ne le pensait Morrison. Et l'esprit mathématique de Maya calculait déjà les chances de survie d'une famille qui venait d'apprendre qu'elle était prête à tout risquer les uns pour les autres. Dans son cahier, Emma dessina un dernier croquis. Un château fait de chiffres protégé par une petite fille et capable de voir des schémas que les adultes ne voyaient pas. Et une princesse qui avait enfin compris ce que signifiait vraiment l'amour. La famille Sterling était née dans la crise, forgée dans le secret et trempée par le sacrifice. Elle allait maintenant découvrir si l'amour était plus fort que la cupidité, si les liens familiaux pouvaient résister à l'assaut de ceux qui voulaient les détruire pour le profit. Le jeu était terminé, la guerre avait commencé, et Victoria Sterling était sur le point d'apprendre qu'être la femme la plus riche de Paris ne signifiait rien si on ne pouvait pas protéger les personnes qui comptaient le plus. Mais elle allait aussi découvrir qu'un génie de 6 ans, un père protecteur et un milliardaire qui n'avait plus rien à perdre formaient une équipe redoutable contre quiconque serait assez fou pour menacer leur nouvelle famille. Alors, pensez-vous que Victoria devrait tout sacrifier pour protéger sa nouvelle famille? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Restez à l'écoute et prenez soin de vous.